sommeil et plus précisément d'une drogue particulièrement impliquée dans le sommeil qui est, alors pardon, je suis pas sur le bon ordinateur, le Dexdor. Donc en effet, le Dexdor c'est une drogue utilisée en anesthésie qui est de plus en plus étudiée sur les dernières années et donc on s'est posé la question de savoir un petit peu comment ça fonctionnait et notamment quels étaient les mécanismes neuronaux impliqués dans la conscience et aussi dans le sommeil et quelle était la narcose impliquée par le Dexdor en rapport avec ce sommeil physiologique ou anesthésique. En deuxième partie, on va discuter de toutes les implications de cette drogue, donc après son fonctionnement, quels sont les effets de cette drogue, notamment sur le BIS, donc le monitorage de la sédation en anesthésie, sur les effets sur l'hémodynamique, notamment l'hémodynamique cérébrale, étant donné qu'on l'utilise dans des indications d'anesthésie beaucoup en neurochirurgie ou en neuroradio interventionnelle, et puis tout particulièrement pour faire le lien avec les mécanismes neuronaux. Et dernière chose, toujours dans le cadre de la neurologie, les impacts sur le statut cognitif post-opératoire ou alors à plus long terme. Donc déjà, pour introduire le sommeil, on va reprendre les différents stades, donc rapidement. Les nouvelles classifications classent le sommeil en plusieurs stades. Donc le stade d'éveil, évidemment, et puis après, par la suite, deux grandes phases du sommeil, un sommeil lent et un sommeil paradoxal. Le sommeil lent a été classifié comme un sommeil avec absence de mouvement oculaire rapide. Et dans ce sommeil lent, on a trois stades. Le stade d'endormissement, la première phase. Ensuite, un stade de sommeil léger, qui est la seconde phase. Et en dernier stade, le stade lent profond, avec des ondes lentes, et qu'on appelle le sommeil lent. Dernier stade, enfin dans l'ordre chronologique, qui est le sommeil paradoxal et qui est là caractérisé par un sommeil avec mouvement oculaire rapide. Donc ces quatre stades du sommeil, évidemment, agissent par cycle au cours du sommeil physiologique et donc au cours d'une nuit normale. De façon nocturne, on a 3 à 5 cycles en fonction des personnes qui se répètent comme ça et qui forment le sommeil physiologique. Ce qui est intéressant par rapport à ce dont on va parler par la suite, c'est d'étudier les impacts de ces phases de sommeil sur l'activité électrique cérébrale. Donc je ne sais pas si vous voyez très bien, mais je vais essayer de vous détailler les différentes ondes. Donc juste pour que vous sachiez, tout d'abord, un état d'éveil, c'est un état d'activité cérébrale intense au niveau électrique, avec des ondes qui sont rapides, de petite amplitude, et qui sont un mélange de plusieurs ondes qu'on va retrouver au fur et à mesure, à noter des ondes bêta et gamma. Ensuite, on a l'état de somnolence, d'accord, qui est un état qui est rapporté par un patient qui est éveillé mais avec les yeux fermés. Et donc là, on a toujours une activité électrique intense, mais on a un seul type d'onde qui ressort, qui sont les ondes alpha. Et ensuite, plus on s'en va vers les stades donc, de sommeil de plus en plus profonds, et plus on se retrouve donc avec une activité électrique qui va ralentir en fréquence et qui va augmenter en amplitude, avec notamment des ondes θ au stade 1, dont on reparlera par la suite, des ondes qu'on appelle les spindles ou des fuseaux de sommeil au stade 2, donc au stade léger, d'accord, et au stade 3, donc ce qu'on appelle le sommeil lent, des ondes θ qui sont du coup lentes et de grande amplitude. Le dernier stade, qui est le stade paradoxal, là on retrouve dans ce stade de mouvement oculaire rapide et d'activité cérébrale intense, du coup des ondes qui de nouveau diminuent en amplitude et se réactivent en fréquence. Donc ça c'est un peu la chronologie d'un cycle de sommeil physiologique. Nous, qu'est-ce qu'on fait en anesthésie générale? Donc j'ai essayé de mettre en association les signaux électriques, l'activité EEG, avec ce qu'on voit nous en clinique et qu'on peut associer au stade de Guedel. D'accord? Donc, premier stade, le patient est réveillé, il peut fermer les yeux, donc on se retrouve dans ce qu'on appelait la phase avec les ondes alpha et qu'on peut associer au stade 1 de Guedel. Ensuite, au moment de l'induction, on va induire donc chez le patient une sédation importante qui va passer par deux phases. Une première phase qu'on appelle une phase dite paradoxale, parce qu'évidemment le but c'est d'endormir le patient, et on va passer finalement par une phase un peu d'excitation paradoxale qui correspond au stade 2 de Guedel et qu'on peut associer finalement au niveau de l'activité électrique au sommeil paradoxal au niveau de l'EEG. Ensuite, une fois que le patient a passé cette phase paradoxale, on passe donc dans le sommeil qu'on peut dire profond. Et là, on se retrouve avec les phases 1 et 2 de l'anesthésie générale, au moment où on va finalement pouvoir ventiler, cuariser et intuber le patient, qui correspondent au stade 3 de Guedel et qui peuvent être associés électrophysiologiquement à ce qu'on appelle le sommeil profond et donc le stade 3 du sommeil du sommeil lent. Par la suite, on va passer donc dans la phase d'entretien de la chirurgie et d'entretien de l'anesthésie.
Et là, on va alterner plusieurs phases en fonction de la profondeur de l'anesthésie que l'on va fournir au patient. Et donc là, on va alterner entre les stades 3 et les stades 4 de Guedel. Le stade 3 étant le stade chirurgical sur lequel le patient donc, peut subir une chirurgie avec une anesthésie et une analgésie qui sont adaptées. Et le stade 4 étant qualifié de stade de coma. Qu'est-ce que ça donne sur le plan électrophysiologique? Le stade 3, on en a déjà parlé, c'est celui qu'on atteint à la fin de l'induction, qui correspond au stade 3 du sommeil. Mais après, on va passer à deux autres types de phases qui, elles, ne sont pas présentes dans le sommeil physiologique, à savoir la phase 3 de l'anesthésie qui correspond à des bursts suppression, et la phase 4 à laquelle on peut aller lorsqu'on approfondit la sédation et qui là rend un tracé qui est quasiment isoélectrique et qui donc correspond au stade 4 de Guedel. Donc ça, c'est un peu les différentes séquences. Donc on voit bien que les premières phases de l'anesthésie correspondent à des phases qu'on peut associer à un sommeil physiologique, mais que ce sommeil est dépassé et qu'on va passer dans des stades ensuite qui sont beaucoup plus profonds. Donc là, après ces rappels un peu électrophysiologiques, on a essayé de s'intéresser à comment fonctionnait le Dexdor sur le corps humain et à quel type de narcose on pouvait associer la dexmédétomidine. Donc pour rappel, la dexmédétomidine, c'est un alpha-2 agoniste sélectif donc qui va agir au niveau des récepteurs alpha-2 qui sont en présynaptique au niveau neurologique et qui vont donc du coup le Dexdor va se fixer sur ces récepteurs et va inhiber le relargage de la noradrénaline dans la fente synaptique. Cette inhibition du relargage est prédominante à différentes zones cérébrales, notamment au niveau du tronc cérébral dans ce qu'on appelle le locus ceruleus, et après dans d'autres zones, une zone qui est le noyau ventrolatéral préoptique qui correspond à cette zone préoptique ici, et après deux autres zones, à savoir le thalamus et le cortex. L'inhibition au niveau thalamique et au niveau cortical, elle se fait de deux façons différentes. Elle se fait directement par la dexmédétomidine et aussi indirectement par le fait que l'inhibition du locus ceruleus va avoir des répercussions à la fois corticales et à la fois thalamiques du fait de son inhibition primaire. Qu'est-ce que ça signifie tout ça? En fait, la dexmédétomidine, elle va inhiber les voies physiologiques qui sont empruntées par le sommeil en dehors de toute anesthésie. Et donc c'est le fait de suggérer que ça emprunte ces voies naturelles qui peut amener l'hypothèse de se dire peut-être que la dexmédétomidine finalement mime un sommeil physiologique. Et notamment ce qu'on appelle le stade 2 du sommeil qui est un sommeil léger. Et donc ensuite on s'est intéressé aux différentes études qui ont essayé de comparer les EEG sous dexmédétomidine pour voir si ça ressemblait vraiment à ce sommeil physiologique. Donc là, je vais vous présenter une étude qui a été réalisée en 2016 par l'équipe d'Akedju sur des volontaires sains qui donc ont subi une sédation par dexmédétomidine et un enregistrement continu sur l'ensemble du scalp pour étudier les variations électriques. Donc le schéma de l'étude, c'était un bolus de dexmédétomidine de 1 gamma kilo sur 10 minutes, puis un relais IVSE par un entretien de 0,7 gamma kilo minute sur 50 minutes. Au bout de ces 1 heure, du coup, d'anesthésie, les patients étaient réveillés et ont regardé également les réactivités sur la phase de réveil. L'état de base était considéré comme l'état acquis par un patient conscient mais yeux fermés. Et ensuite, tout au long de l'anesthésie, toutes les 2 minutes, le patient était soumis à un stimulus plutôt auditif avec une stimulation à l'appel de son nom et on regardait les réactivités cérébrales. J'ai essayé de vous résumer rapidement, synthétiquement, les différents passages sous sédation par dexmédétomidine. Avant ça, tout d'abord, il faut regarder ce qui se passe dans un sommeil de type 2, donc un sommeil léger. On a des ondes delta, donc ça je vous ai dit, c'était les ondes lambda du sommeil, elles sont diffuses. On a des ondes θ, donc qui correspondent à une phase 1 un peu dépassée dans le sommeil de type 2. On a des ondes spindle, donc qui correspondaient au fuseau du sommeil, donc qui sont vraiment spécifiques de la phase 2. Et on a des oscillations de type bêta qui sont diminuées, sachant que les bêta, pour rappel, c'était les ondes qu'on retrouvait dans l'état d'éveil. D'accord ? Donc sous dexmédétomidine, qu'est-ce que ça donne ? On a une augmentation des ondes delta, d'accord ? Donc qui sont de façon logique liée à une augmentation de la sédation, donc à un ralentissement de l'activité cérébrale. On a une augmentation des ondes θ occipitales, dont on va reparler juste après. On a une augmentation des fuseaux du sommeil, d'accord, qui correspond vraiment spécifiquement au stade 2. Et après, on a une diminution des ondes bêta, qui sont les ondes d'activité électrique rapide, et donc qui correspondent bien à un état de sédation du fait qu'elles soient diminuées.
Qu'est-ce que ça donne en termes d'imagerie? Enfin là, donc ils ont fait une compilation de l'ensemble des EEG qu'ils ont associés statistiquement à différents chiffres, et ça donne ces imageries-là. Donc ça, c'est l'état de base des patients, et ensuite ça, c'est l'état sous dexmédétomidine. Tout ce qui est bleu, ça veut dire qu'il y a une diminution, tout ce qui est rouge, ça veut dire qu'il y a une augmentation. Donc qu'est-ce qu'on observe? On observe une augmentation des ondes delta, donc ça on en a parlé, c'est les ondes lentes du sommeil. Une diminution des ondes bêta, qui sont les ondes actives dans l'éveil, donc pour l'instant tout est concordant. Les choses qui sont un peu spécifiques et qui là nous associent vraiment la dexmédétomidine au sommeil et qui sembleraient se rapprocher du stade 2 du sommeil, ce sont les ondes θ et les ondes spindle. Les ondes θ, on le voit sur cette imagerie ici, sont présentes, donc c'est la zone jaune-rouge, essentiellement en occipital, et ça a été décrit jusqu'alors dans aucune étude, à part celle-ci. Donc ce serait très spécifique, déjà, de la dexmédétomidine, ce n'est pas présent avec les autres narcotiques, et cette localisation en occipital est également très spécifique de la sédation induite par le Dexdor. Pour rappel physiologique, les ondes θ occipitales, donc dans cette région-là, sont des ondes que l'on retrouve aux phases de transition du sommeil, donc c'est-à-dire la phase d'endormissement et la phase de transition vers le réveil. Et en plus, elles ont été retrouvées dans des études précédentes chez des patients qui avaient une privation importante de sommeil et qui donc du coup étaient soumis à une forte pression de sommeil, une forte volonté du cerveau à ce que le patient dorme. Et donc ces ondes θ sont retrouvées dans ces trois situations-là et donc sont retrouvées également sous dexmédétomidine et semblerait donc impliquer la relation entre la dexmédétomidine et ce stade de sommeil et notamment les périodes de transition. Deuxième chose, c'est les ondes spindle. Donc comme je vous ai dit, c'est les fuseaux du sommeil qui sont des ondes de plus grande amplitude et qui sont spécifiques du stade 2. Et on les retrouve sous dexmédétomidine, ce qui voudrait quand même finalement associer de manière assez spécifique la dexmédétomidine à ce stade particulier du sommeil physiologique. Autre chose, donc après finalement avoir regardé quelles étaient les conséquences sur l'EEG, on a essayé de regarder s'il y avait d'autres études qui avaient été faites sur les mécanismes de perte de la connaissance et par quelle structure vraiment précise la dexmédétomidine agissait au niveau des mécanismes neuronaux. Donc là, c'est une étude qui a été faite avec de l'imagerie fonctionnelle qui étudiait 3 groupes de patients. Un groupe où les patients étaient soumis à un sommeil physiologique, donc pareil avec une IRM fonctionnelle réalisée lors du stade 3, donc le sommeil profond. Et puis 2 autres groupes de patients, un soumis à la dexmédétomidine et un autre soumis au propofol. Les 2 groupes de patients étaient anesthésiés sous Zevoc, avec une titration progressive des doses en fonction de la titration, on va dire, clinique des niveaux de conscience. Donc le premier niveau, c'était le stade d'éveil. Ensuite, on passait au stade de sédation, où le patient était donc du coup avec les yeux fermés, mais avec une réponse adaptée aux ordres simples et notamment à l'appel de son nom. Et à un stade de sédation profonde, où là, à l'appel du nom et au stimuli, le patient ne répondait plus. Quels étaient les résultats qui ont été observés en IRM fonctionnel? En fait, on se rendait compte qu'il y avait plusieurs niveaux d'inhibition sous sédation des connectivités, et notamment de la connectivité thalamo-corticale, avec 2 niveaux un peu de sédation qui impliquent des niveaux différents au niveau clinique par rapport aux autres narcotiques, notamment donc, au niveau thalamo-cortical, une diminution des fonctions d'ordre supérieur, donc le contrôle exécutif, les réseaux de mode par défaut au niveau cortical, donc tous les réseaux de connectivité que l'on peut retrouver au repos, et la réactivité. Par contre, on ne retrouvait pas d'inhibition sous dexmédétomidine des fonctions inférieures au niveau thalamique et notamment les connexions qui se font lors des stimuli auditifs, sensoriels et visuels. Ce qui peut notamment expliquer que sous sédation sous dexmédétomidine, un patient reste sensible aux stimuli auditifs, visuels et sensoriels. Deuxième niveau, c'était les connectivités entre le thalamus et le réseau cingulaire postérieur, et le thalamus et le mésopontique, donc les connectivités également corticales. Donc on trouvait qu'il y avait une diminution de cette connectivité par la dexmédétomidine et le propofol, mais la diminution était inférieure avec la dexmédétomidine par rapport à une sédation par propofol. Et la chose intéressante qu'on a observée dans cette étude, c'est que les patients qui étaient en stade 3 de sommeil profond, donc de sommeil physiologique, étaient placés au niveau de la connectivité entre la dexmédétomidine qui faisait donc du coup moins de sédation que le sommeil de type 3 et qui était par contre inférieure au propofol qui fait une sédation qui est supérieure au sommeil de type 3.
Donc cette étude finalement recoupe, enfin même si les schémas ne sont pas exactement les mêmes, l'idée que la dexmédetomidine fait donc une sédation qui coupe les interactions thalamo-corticales à différents niveaux, avec une réactivité au stimuli qui est conservée et un niveau de profondeur de sédation qui est inférieur à un sommeil de type 3, donc un sommeil profond. Quelles sont les conséquences sur... qu'est-ce que finalement on va regarder lorsqu'on va monitorer la sédation de ces patients? Donc là, c'est une étude qui a été réalisée en 2017 dans le British Journal of Anesthesia. C'est des patients volontaires sains qui ont donc été sédatés par dexmédetomidine et chez qui on a fait un monitorage du BIS en continu. Donc là, quel était le schéma d'étude? On a fait un bolus chez ces patients. Donc là, la dose était de 6 kmh sur 20 secondes, donc un bolus très rapide. On faisait une pause de 10 minutes après le bolus et ensuite on reprenait de façon croissante les cibles en IVSE avec des cibles espacées de 30 minutes dans la croissance qui allaient de 1 jusqu'à 8 nanogrammes par millilitre. Alors actuellement dans les études, il n'y a pas de cut-off pour dire quelle est sédation légère et sédation prolongée sous Dexdor, étant donné que comme on en parle aujourd'hui, les choses sont encore peu claires. Mais on peut considérer qu'on a différents niveaux avec des niveaux de sédation profonde à partir de 4 et jusqu'à des doses qui sont assez conséquentes à 8 nanogrammes par millilitre. Ensuite, on a passé ces patients dans 2 environnements sous sédation, un environnement bruyant qui pouvait être relié à la salle du bloc opératoire et un environnement calme. Qu'est-ce qu'on a réalisé? Donc une fois que les patients étaient sédatés, à chaque modification de posologie, donc toutes les 30 minutes lorsqu'on montait la posologie du Dexdor, on réalisait un score de sédation. La réalisation de ce score de sédation comptait comme le stimulus, d'accord, étant donné qu'on allait demander pour coter le score de sédation aux patients de répondre à des commandes notamment verbales. Et donc on considérait que la réalisation du score était ce stimulus qui servait à la fois donc d'évaluation clinique et de stimulus pour l'évaluation du BIS par la suite. Au niveau des résultats, on se retrouve donc avec les résultats obtenus aux différents niveaux de ce score de sédation, notamment au niveau de stade 3. Alors stade 3, c'est un patient qui est donc du coup avec les yeux fermés, calme, mais qui a quand même une réponse adaptée aux ordres simples, ce qui peut correspondre donc à un stade de sédation légère. Et par contre le stade 2, là c'est le patient qui a une réponse qui est complètement retardée aux ordres simples. Donc qu'est-ce qui se passe? On remarque que finalement la sédation légère est obtenue pour des BIS qui sont compris entre 60 et 70 sous sédation au Dexdor, et que par contre le stade de sédation profonde est atteint pour des BIS qui sont entre 30 et 40. Qu'est-ce qu'on peut conclure de cette observation? C'est que finalement un BIS entre 30 et 40, pour les mêmes niveaux de sédation, c'est bas par rapport aux autres narcotiques qui peuvent avoir ce niveau de sédation profonde obtenu pour des BIS qui sont déjà à 50-60, notamment sous propofol. Donc un BIS qui est beaucoup plus bas. Mais ce qui était très intéressant de regarder dans l'étude, c'est que finalement à chaque stimuli, malgré l'augmentation des doses et malgré la profondeur progressive de la sédation et la diminution du BIS en monitorage, on retrouvait à chaque stimuli du patient une réversibilité avec un BIS qui remontait, d'accord, donc pas totalement à l'état de base, mais qui remontait significativement, avec du coup un patient qui pouvait à nouveau répondre aux stimuli, quel que soit le niveau de sédation, même profond, même jusqu'au stade de 8 nanogrammes par millilitre. Donc finalement, quel que soit le niveau de sédation obtenu sous Dexdor, malgré le fait que le BIS diminue, on a toujours cet état de réversibilité qui est obtenu et qui peut être en rapport avec ce dont on a détaillé juste avant sur les mécanismes d'action du Dexdor. Donc là, c'est ce que je vous ai remis. Il y a une augmentation transitoire du BIS à chaque stimulation, même sous sédation profonde. Et la normalisation du stade clinique, donc c'est-à-dire le patient qui retourne à son état de base correspondant au stade de sédation dans lequel il est en fonction des doses de Dexdor, c'est à peu près 2,6 minutes. Par contre, on trouve qu'il y a un retard clinico-électrophysiologique avec une normalisation de l'EEG et du BIS pour le stade auquel il était avant le stimulus qui est de 21 minutes. Donc finalement, malgré le monitorage continu des patients, on a un retard entre le monitorage électrique et l'aspect clinique du patient. Donc c'est les deux choses qu'on peut retenir de cette étude. Donc ça, c'était le monitorage que l'on peut exercer sous Dexdor. L'autre question qu'on peut se poser, c'est donc quelles sont les conséquences hémodynamiques de l'utilisation de la dexmédetomidine, et notamment au niveau de l'hémodynamique cérébrale. Donc là, c'est pareil, c'est une étude qui a été réalisée chez des volontaires sains,
Et on plaçait les patients sous dexmédetomidine et on évaluait ces patients à différents stades de l'étude. Un stade qu'on appelait le stade de présédation. Il y avait des épreuves d'hyperventilation qui ont été également réalisées dans l'étude. Et ensuite, on plaçait le patient à 2 doses de Dexdor, à savoir 0,6 et 1,2 nanogrammes par millilitre, ce qui sont des doses assez faibles. Et ensuite, on regardait ce qui se passait 30 minutes après la phase de réveil. Et donc, les auteurs ont étudié les effets qu'il pouvait y avoir de ces deux ordres de sédation, à la fois sur le monitorage donc cérébral, donc comme on vient de regarder, il y a donc bien une diminution du BIS en fonction du niveau de sédation, avec à chaque manœuvre d'hyperventilation, donc finalement à chaque demande de commande volontaire du patient, une réaugmentation du BIS jusqu'à l'état de base, voire un peu moins, mais quand même une réactivité malgré le BIS auquel était descendu avec le deuxième niveau de sédation le patient. Un score de sédation clinique qui décroît de manière concomitante à l'augmentation de la sédation. Et donc, qu'est-ce que ça donne finalement au niveau de l'hémodynamique cérébrale? Ça donne en effet une baisse du débit sanguin cérébral de façon dose dépendante par rapport à la dexmédetomidine, avec une réascension lors de la phase de réveil, mais en parallèle, un ratio entre les vélocités cérébrales et la consommation régionale en oxygène qui est conservé malgré la baisse du débit sanguin cérébral. Donc finalement, on se retrouve avec certes une diminution des vélocités, mais un ratio couplé au métabolisme qui semble corrélé et adapté à l'état du patient. Dernière chose qu'on a voulu étudier sur le Dexdor et qui fait également partie des topics qui sortent de plus en plus, c'est le devenir cognitif des patients qui ont subi une sédation, une anesthésie par dexmédetomidine. Donc là, je vais vous présenter 2 études, une qui est sortie dans le JAMA en 2017. Donc c'est un essai clinique randomisé contre placebo, pardon, c'est pas en double placebo, c'est en double aveugle, qui a été réalisé avec une dose de dexmédetomidine en IVSE, introduite juste avant l'induction et qui se finit à 2 heures après la période opératoire. Le critère de jugement principal était l'apparition d'un délirium, on va dire évalué par le score de CAM-ICU, jusqu'à J+5 post-opératoire. Et le critère de jugement secondaire, était l'évaluation des fonctions cognitives à distance jusqu'à 6 mois en post-opératoire. Qu'est-ce que ça donne au niveau des résultats? Finalement, dans cette étude, rien n'était significatif. En nombre de patients, c'est différent, mais il faut regarder le pourcentage. On se retrouve avec 11,8% de délirium au total, avec 12,6% dans le groupe des patients qui ont eu de la dexmédetomidine et 11,4% dans le groupe des patients qui ont eu le placebo. Je vous ai pas remis les résultats, mais c'était pareil sur le critère de jugement secondaire, c'était non significatif. En revanche, il y a une étude qui est sortie très récemment, en avril 2018, dans le Journal Clinical of Anesthesia. Également un essai clinique randomisé contre placebo, mais cette fois-ci avec 2 groupes de modèles d'études. Un premier groupe chez qui il réalisait un bolus au moment de l'induction, puis un entretien IVSE jusqu'à la fin de la chirurgie. Un deuxième groupe où il réalisait seulement le bolus au moment de l'induction, et le groupe contrôle. Le critère de jugement principal était également la survenue d'un délirium et sa durée jusqu'à J5 post-opératoire. Et cette fois-ci, les critères secondaires étaient l'étude du niveau d'inflammation et le cortisol chez ces patients. En termes de résultats, cette fois-ci, on a des résultats qui sont significatifs, avec une incidence du délirium qui est fortement diminuée dans le premier groupe, donc ayant reçu bolus plus perfusion IVSE, mais avec des résultats qui restent quand même significatifs entre le groupe 2, donc juste le bolus, et le groupe placebo, et avec une durée du délirium qui est significativement diminuée, à la fois dans le premier et dans le deuxième groupe. Là, ils n'ont pas regardé dans cette étude-là le devenir cognitif, et pour que vous sachiez juste pour information, il y avait aussi une diminution des niveaux d'interleukine et de cortisol de manière significative chez ces patients, mais avec des biais qui sont discutables dans l'étude. Donc voilà, donc en conclusion, d'après tout ce qu'on vient d'expliquer, qu'est-ce qu'on peut dire sur la narcose? On peut dire que la dexmédetomidine introduit une sédation qui est plus proche du sommeil physiologique, notamment du stade 2, que les autres narcotiques utilisés jusqu'alors en anesthésie.
que pour ce qui concerne le monitorage en anesthésie, la diminution des niveaux de bis est plus importante pour une même sédation clinique, mais que la réversibilité aux stimuli, quelle que soit la profondeur de la sédation, notamment les stimuli auditifs, est présente. Que oui, la dexmédetomidine fait baisser le débit sanguin cérébral, mais qu'on a l'impression que c'est plutôt adapté au métabolisme cérébral. Et concernant le statut cognitif, oui, il y aurait une diminution de l'incidence de la dysfonction cognitive post-opératoire, mais les choses restent encore à éclaircir, sachant que dans les 2 études que je vous ai présentées, on n'a malheureusement pas les doses qui ont été utilisées en péropératoire, notamment sur les morphiniques et sur les types d'agents utilisés. Et donc il faudrait se poser la question de comprendre pourquoi la dysfonction cognitive post-opératoire est diminuée, notamment de voir si c'est pas par l'intermédiaire de cette épargne morphinique et voire cette épargne narcotique qu'on peut observer avec le Dexdor, et également se poser la question de voir si cette dysfonction cognitive post-opératoire est pas liée au fait que les patients ayant bénéficié d'une sédation par Dexdor auraient donc une meilleure récupération du sommeil physiologique, notamment avec des études qui ont été réalisées en réanimation, chez qui les patients plongés sous Dexdor, sous sédation par Dexdor la nuit auraient tendance à retrouver un sommeil physiologique, mais les questions sont encore en suspens. Voilà.